Bienvenue donc à ce rendez-vous qui aura aujourd'hui pour thème la réussite de l'entreprise dans la durabilité, avec un focus sur les compétences indispensables que cela suppose. Je m'appelle Antoine, je travaille pour l'équipe marketing d'Ecolearn et je serai le modérateur de ce webinaire. Nous aurons la chance d'entendre aujourd'hui les intervenants et intervenantes, et nous nous en réjouissons, une majorité de femmes que vous voyez sur votre écran. Je les laisse se présenter en une phrase dans l'ordre d'apparition des portraits. Arnaud, je te laisse la parole. Bien, bonjour à toutes. Ravi de vous trouver ou de vous retrouver. Arnaud Herman, je suis cofondateur d'Ecolearn que je dirige et j'ai 20 ans d'expérience en développement durable, précédemment directeur développement durable du groupe Accor. Bonjour, moi je suis Pierre Montel, aussi cofondateur d'Ecolearn, et je suis plus en charge de la pédagogie et de l'accompagnement de nos différents apprenants dans la transformation de leur entreprise ou de leur carrière à plus de durabilité. Bonjour, je m'appelle Elisabeth Eringer. Donc, moi, je suis dirigeante d'une entreprise qui s'appelle Alké Solruption, DRH également de transition administrative indépendante. Voilà. Bonjour, je suis Laetitia Ménard, je suis directrice générale de Phosphorea, qui est une société du numérique qui fait de la formation et de la sensibilisation en cybersécurité. Bonjour, je suis Sophie Boyer-Chamard et je suis associée d'un petit cabinet européen de conseil en stratégie dédié au cabinet d'avocats. Merci pour ces présentations. Je vous propose de passer au sommaire de notre webinaire. Vous le voyez s'afficher sur votre écran. Nous commencerons par un temps d'analyse mené par Arnaud autour de la place de plus en plus centrale, de plus en plus importante de la durabilité dans nos entreprises et les problématiques les plus courantes que cela peut soulever. Face à ces problématiques, face aux besoins de compétences qui en est, de nombreuses personnes, et notamment des dirigeants, dirigeantes. Alors, je demanderai à toutes les personnes de désactiver leur son si c'est possible. Bon, voilà. Voilà. Je reprends tout de suite. Face à ce besoin de compétences, à ces problématiques d'entreprise de plus en plus nombreuses autour de la durabilité, les dirigeants, dirigeantes, tels qu'Elisabeth, souhaitent se former. Elle nous expliquera dans un premier témoignage pourquoi elle a ressenti le besoin de se former à la durabilité et quelles sont les compétences qu'elle espère aujourd'hui acquérir. Sur ces sujets-là, Ecolearn, organisme de formation, propose divers parcours et nous vous en présenterons un certain nombre, orientés aussi bien sur les compétences stratégiques que sur un plan plus opérationnel. L'idée ensuite, avec les témoignages de Laetitia et de Sophie, sera de vous présenter un après-formation. Que se passe-t-il une fois que l'on a eu toutes ces connaissances théoriques, cet outillage technique, ce savoir-faire et ce savoir-être? Elles nous montreront quels sont les résultats, ce qu'elles mettent aujourd'hui en place en entreprise, les feuilles de route durables qui sont les leurs. Nous sommes au commencement d'un moment d'échange passionnant. Je vous souhaite un très bon webinaire et je laisse la parole à Arnaud. Eh bien, merci Antoine. Et encore une fois, bonjour à toutes et à tous. Alors, avant d'entrer dans la question des compétences, je pense qu'il est nécessaire de faire un pas de recul, un bon pas de recul pour se poser la question de dans quel contexte on parle aujourd'hui et à quoi sont confrontées les entreprises. Alors, on utilise souvent des mots et des expressions à tort et à travers, mais je pense qu'il n'est pas déplacé de dire que nous sommes probablement à un glissement, à un tournant d'air, je peux même emprunter le terme de civilisation, tant on a quand même un faisceau convergent d'indices qui nous démontrent que voilà, on est en train de vivre un avant-après. Alors, parmi les indices, on peut se remémorer les différentes crises qu'on a traversées dans une période extrêmement courte et de nature très diverse. Crise climatique qu'on découvre et qui se manifeste à nous de plus en plus violemment. Crise sanitaire qu'on a connue il n'y a pas très longtemps et qui est toujours un peu larvée avec le Covid. Crise géopolitique exacerbée par le conflit ukraino-russe, mais qui prend bien d'autres formes. Une crise sociale un peu larvée qui se traduit de diverses formes, tant dans les pays du Nord que du Sud, et puis une crise probablement économique et financière qui est en train d'arriver. Donc on le voit, on a comme une émergence simultanée de crises qui sont assez problématiques et qui probablement sont les signes renforcé de signaux faibles qui couraient en réalité depuis des années. Je rappelle qu'on fête cette année les 50 ans du rapport Meadows du Club de Rome qui démontrait déjà
selon des simulations assez scientifiques, que nous étions engagés dans une trajectoire d'épuisement des ressources. Et force est de constater que 50 ans après, ces signaux faibles deviennent des signaux forts et que nous sommes probablement confrontés à des choix dans nos modèles. Alors, ça, ce sont un peu une toile de fond, mais plus pragmatiquement, il faut reconnaître que depuis 3 ans, il y a un alignement de planètes phénoménal qui intervient sur les sujets relatifs au développement durable, aux enjeux sociaux, sociétaux, environnementaux. Et voilà, force est de constater que aujourd'hui, il y a un tir croisé nourri qui se focalise sur l'entreprise, représentée au cœur de ce petit cercle, qui les interpelle. Alors, je ne vais pas faire une description détaillée, mais il faut reconnaître que la réglementation se fait de plus en plus pressante aujourd'hui, et la Commission européenne, à travers son Green Deal, est vraiment exemplaire et très pionnière dans les attendus auprès de l'entreprise. On va citer juste quelques acronymes: la taxonomie, la CSRD, la future Corporate Social Due Diligence Directive et bien d'autres. Les investisseurs se sont préoccupés de ce sujet-là de façon assez critique depuis le Covid et ont compris qu'ils ne pouvaient pas faire l'impasse d'une évaluation ESG de leurs actifs et de leurs investissements. Les collaborateurs aujourd'hui sont dans une quête de sens assez puissante qui se manifeste par ce grand, la Great Resignation et cette interpellation des entreprises sur le sens au travail et le sens de leur activité. Les consommateurs restent engagés. C'est probablement aujourd'hui la partie prenante la moins expressive, notamment compte tenu des enjeux d'inflation importants aujourd'hui qui se manifestent. Mais on sait très bien que depuis 10-15 ans, il y a en toile de fond des appétences des consommateurs pour les sujets de produits plus durables. Et puis, la société civile n'a jamais été aussi active. Elle se sent revigorée par de nombreux textes qui lui ont donné un crédit. Et on le voit notamment, ne serait-ce qu'à travers les différentes poursuites juridiques qui interviennent aujourd'hui auprès des entreprises ou des États pour inaction climatique, pour non-respect du devoir de vigilance, etc. Tout ça pour dire, et ça peut être une transition pour la page d'après, que l'entreprise se retrouve vraiment dans un champ extrêmement contraint qui a, de façon concrète, imposé le sujet du développement durable tout en haut ou très en haut de la liste des préoccupations des dirigeants aujourd'hui. Et ça, c'est un fait nouveau, ça n'existait pas jusqu'à présent. Le sujet du développement durable restait plutôt périphérique et secondaire. Et aujourd'hui, force est de constater qu'en subissant l'assaut de toutes ces préoccupations externes, le sujet est remonté très, très critiquement dans les attentions des membres de comité de direction. Alors, en réalité, ce sujet, si là encore on garde un peu de recul, on s'aperçoit qu'il est tout sauf superficiel. La question qui est posée à travers l'intégration des enjeux de développement durable dans l'entreprise, c'est pas une question qui est superficielle. C'est une interpellation profonde et assez systématique de la façon dont les entreprises, en fait, dont l'édifice de l'entreprise est constitué et l'interpellation de son modèle, c'est-à-dire son cœur de réacteur, ce qui est encore une fois assez nouveau. Et ce sujet-là du développement durable ne se présentait pas de cette façon ces 20 dernières années quand il s'agissait de mettre en place les démarches RSE traditionnelles. Alors, je ne vais pas avoir le temps de présenter en détail les différentes bulles qui sont représentées sur ce schéma. Et ça, c'est clairement l'objet de nos cours et c'est le fil rouge de ce qu'on enseigne à travers nos différentes formations présentielles et essentielles. Mais l'idée importante, c'est de se dire qu'aujourd'hui, cet enjeu de durabilité, il a pour force de mobilisation ou force d'interpellation la notion même de sens. Ce qui est extrêmement puissant parce que ça pose la question de à quoi sert-on, que veut-on collectivement, individuellement, comme choix de société, comme choix de modèle économique. Donc ça pose la question de l'utilité de l'entreprise, à quoi sert fondamentalement l'entreprise. La réponse de ces 20-30 dernières années du capitalisme financier était plutôt d'optimiser le profit. Cette réponse n'est aujourd'hui plus valable. Il faut répondre par un apport de contribution positive à la société. Ça interpelle le modèle, la façon dont l'entreprise crée de la valeur. Donc, on parle d'économie linéaire, qu'il faut décaler vers l'économie circulaire et puis pourquoi pas aller vers de l'économie régénérative avec beaucoup de nouveaux modèles économiques à disposition. Et l'entreprise doit se positionner pour chercher ces nouveaux leviers de création de valeur qui sont mieux compatibles
avec les enjeux socio-environnementaux. Ça interpelle l'offre, le cœur du dispositif d'apport de propositions de l'entreprise. Et comment choisir des produits durables, éventuellement comment accompagner des renoncements. Ça interpelle la gouvernance très puissamment, parce que la gouvernance doit se préoccuper désormais de ces questions-là et elle doit accompagner ce mouvement probablement par des modes de décision nouveaux, renforcés par de nouveaux indicateurs et probablement par des influences qui pourraient nourrir et s'ancrer dans les comités de décision des entreprises, que les conseils d'administration et les comités de direction interne. Et puis, ça a des répercussions sur la culture, sur ce qu'on appelle les soft skills, puisqu'encore une fois, le lien de toutes ces réflexions, c'est encore une fois le sens. Et cette question de sens doit percoler à l'échelle de toutes les différentes strates de l'entreprise, dans la culture d'entreprise, dans le modèle managérial, dans le modèle de leadership, et doit devenir un lien en vérifiant qu'il y a une bonne compatibilité. Alors, une fois que ce cadre est posé, on peut, en passant à la page suivante, Antoine, interpeller, enfin, se poser collectivement la question de se dire, est-ce que l'entreprise est prête à ce nouveau défi qui s'est présenté à elle ça fait quand même quelques années qu'on sait que ces sujets-là émergent, mais qui s'est rappelé à elle de façon assez violente depuis 2-3 ans. Donc, est-ce que les entreprises sont prêtes aujourd'hui à opérer un tournant, à appréhender frontalement ces préoccupations et en particulier, est-ce que les compétences et les connaissances sont disponibles dans l'entreprise pour appréhender ces nouvelles préoccupations, ces nouvelles thématiques. Et je pense qu'on peut affirmer assez sereinement et malheureusement que la réponse est plutôt non. Pour une simple raison, c'est que ce sont aujourd'hui, pour vous donner une illustration, on pourrait considérer que la communauté des experts RSE en France compte quelques centaines de personnes. Aujourd'hui, pour faire face à ce raz-de-marée qui se présente aux entreprises pour intégrer ces nouvelles préoccupations, il va falloir que toutes les forces vives des entreprises, en partant des dirigeants, des managers, de tous les collaborateurs, des experts métiers, soient capables d'apporter une réponse collectivement et individuellement. Or, ces personnes, la plupart du temps, n'ont pas été formées, n'ont pas été préparées, n'ont pas été infusées des connaissances nécessaires pour correctement comprendre ces problématiques et y apporter une réponse coordonnée, réfléchie, visionnaire. Alors peut-être que je peux passer la parole à Elisabeth pour témoigner de cette réflexion qu'elle a pu mener et qui a conduite à se tourner vers une formation autour de ces questions de développement durable. Merci Arnaud. Bonjour à toutes et tous. Alors effectivement, moi j'ai pris la décision il y a quelques mois de me former. Et pour vous expliquer pourquoi, je dois revenir un petit peu sur mon parcours. Donc moi, j'ai une formation initiale en économie et en droit. Et bon, voilà, donc rien à voir avec la RSE, a priori. J'ai également une expérience dans les relations sociales, puisque ça fait 27 ans que je suis dans les ressources humaines. Donc, j'ai dû travailler beaucoup sur le dialogue social, les politiques RH, tout ce qui a trait à la sécurité au travail, puisque c'est quand même le premier pilier qu'on trouve en tout cas en RSE quand on commence, et en environnement. En 2017, je me suis intéressée à la diversité. C'était le moment où le président Macron avait demandé aux entreprises et avait créé des clubs en France, les clubs d'entreprises inclusives. Et je me suis retrouvée présidente d'un club en région. C'était un premier challenge. Ensuite, ces dernières années, j'ai dû introduire la démarche RSE dans 2 groupes industriels avec pas mal de difficultés au début, pour être tout à fait honnête. Et puis finalement, à force de travailler le corps de l'entreprise, j'ai pu mettre en place une véritable politique RSE avec jusqu'à la matrice de double matérialité. Au niveau sociétal, et ça a été quelque chose de très important également dans ma prise de conscience, j'ai eu un mandat d'élu au niveau d'une agglomération française. Et enfin, tout ce qui est au niveau de la gouvernance, ça fait 25 ans que je travaille dans les COMEX, CODIR,
et 15 ans au niveau des boards. Donc, toute cette expérience et tout ce parcours fait que j'ai acquis une expérience qui me permet d'évaluer le niveau de sensibilité et de compétence des COMEX et des conseils d'administration, compétences et sensibilité en termes de durabilité. Je connais leurs croyances, leurs peurs, leurs arguments, et l'écart, le gap à faire franchir pour modifier le modèle en place. Ceci dit, une fois qu'on a dit ça, ce n'est pas suffisant. En tout cas, moi, ça ne me suffisait pas. Comme j'ai pour objectif de faire évoluer les gouvernances au sein des entreprises, dans le sens de stratégie durable, pour ce faire, normalement, il y a 3 leviers. Enfin, moi, j'en voyais 3. Il y a la politique sociale et sociétale. Donc ça, c'est tout ce qui est en lien avec les ressources humaines, les salariés, les partenaires sociaux. Et la société, c'est plutôt tout ce qui est écosystème, puisque l'entreprise, elle ne vit pas sur une île. L'écosystème, c'est les relations avec les communes, avec l'État, avec les ONG, avec voire les riverains dans certains cas, et en particulier quand on est dans l'industrie. Tout ce qui est le pilier, le levier des politiques environnementales. Donc là, c'est très normatif, mais quand on vit dans une entreprise technique ou industrielle, ça veut dire une politique d'investissement, souvent, qui est modifiée pour pouvoir arriver à changer, comme disait Arnaud tout à l'heure, soit la trajectoire des produits qu'on avait choisis il y a quelques années, soit l'impact, pour modifier l'impact qu'on a sur l'environnement et l'écosystème, des CAPEX, comme on dit, il y a des investissements qui sont redirigés dans certaines filières et avec certains choix. Et puis enfin, le modèle de gouvernance. Donc, et là-dessus, c'est en particulier en étant membre de COMEX et puis administrateur, on doit pouvoir modifier effectivement et avoir de l'impact sur la gouvernance en l'éclairant, tout simplement, en expliquant les choses. Et c'est là où c'était important pour moi de faire cette formation, parce que je pensais qu'il me manquait 2 choses. La première, c'est de la compétence technique. C'est-à-dire que, comme je pense mes 2 collègues qui vont intervenir et qui, elles, ont fait déjà cette formation, il y a beaucoup de choses techniques à apprendre, des certifications, des normes, etc. On apprend également, lors de notre formation, tout ce que l'Europe appréhende, la vitesse, le rythme pour y parvenir. Et ça, c'était pour moi très important. Grâce à cette formation également, on réfléchit sur la dialectique finalement des personnes, des détracteurs du système, parce que tout le monde n'est pas encore prêt à changer de modèle. Et moi, je trouve que c'est intéressant. Et puis, j'avais également besoin de faire cette formation pour renforcer ma pédagogie. Je pense que pour convaincre et embarquer dans ce nouvel engagement, il faut avoir des compétences et ne pas tomber un peu dans la discussion de comptoir, quoi. La deuxième chose qui me manquait, de mon point de vue, c'était une véritable légitimité en RSE vis-à-vis, au sein en tout cas des conseils d'administration. Faire une formation Ecolearn, c'est une formation qui est reconnue, donc ça pose un petit peu le sujet. Et en même temps, quelque chose que j'ai vécu moi en tant qu'élu local, je pense que ça évite également le dogmatisme, c'est-à-dire il n'y a qu'à pourquoi, je ne crois pas que ça amène grand-chose au débat.
Et je pense que le dogmatisme, et en particulier en entreprise, il rebute. Il est contre-productif et il crée plus de résistance qu'autre chose. Et c'est important donc pour moi d'arriver avec des vraies compétences dans mes prises de position et d'influence. Je suis là pour guider, inspirer une action de transformation lors de mes mandats. Et surtout, je pense que je dois m'interdire de me satisfaire d'un greenwashing qui n'apportera pas grand-chose. Voilà. Merci beaucoup, Elisabeth. C'était extrêmement clair, très riche. Et je crois que beaucoup de choses qu'on va présenter sur notre approche de la formation ont été évoquées par ton propos. Donc, merci infiniment. Donc, pour faire un focus justement sur ces enjeux de compétences et de se préparer à cette nouvelle ère qui doit réconcilier l'économie beaucoup plus fortement avec les enjeux de développement durable, il est bon de rappeler peut-être ce qui fait la particularité des enjeux de développement durable au sens pédagogique du terme, même si, Elisabeth, tu l'as déjà évoqué, mais j'en vois trois. Le premier point, et tu l'as dit, c'est que c'est un sujet qui est très technique, malgré tout, qui est très complexe dans sa technicité, dans son caractère scientifique. Et ça, il faut y passer du temps. Ça s'apprend. Et puis, il faut en plus avoir conscience que encore beaucoup de règles, de normes, de standards sont en cours d'écriture. Ce qui est le deuxième point particulier du développement durable, c'est qu'on est sur une science, sur une thématique très mouvante. La loi s'écrit, se renforce en permanence. Les méthodes scientifiques, on peut parler des limites planétaires, continuent à évoluer jour après jour. Et donc, il y a une nécessité de mise à jour en continu qui est indispensable pour se tenir au niveau de thématiques qui vont assez vite. Et puis, la dernière caractéristique, c'est ce côté systémique, holistique, un peu global. D'une part, parce que les thématiques du développement durable, environnemental, social, se renvoient dos à dos, c'est-à-dire qu'elles se nourrissent et elles interagissent en permanence les unes à travers les autres. Le changement climatique impacte la biodiversité va impacter l'économie. Les enjeux sociaux sont aussi en lien directement avec ces enjeux environnementaux, climatiques ou autres. Donc, il est nécessaire d'avoir cette vision d'ensemble. Et l'autre globalité vient du fait que ça impacte toutes les dimensions de l'entreprise, comme je vous l'ai présenté, je pense, juste avant. Donc, face à cette complexité, il nous semble qu'il y a deux jambes, il y a deux dispositifs très importants à couvrir dans une proposition de formation. La première, c'est justement l'opérationnel, c'est d'acquérir ce qu'on peut qualifier de grammaire du développement durable, donc cette technicité sans cesse remise à jour, qui concerne les normes, les standards, les réglementations, les méthodes, qu'elles soient d'ordre scientifique comme l'acquisition d'analyse de cycle de vie, de quantification environnementale au carbone, mais qui peuvent être des méthodes de management comme une analyse de matérialité ou d'autres dispositifs d'interaction avec les parties prenantes, de façon à être en mesure de définir et de gérer la technicité d'une feuille de route en prenant compte toutes ces dimensions. Donc ça, c'est nécessaire, c'est important et c'est le métier historique des responsables et directeurs développement durable. Mais désormais, il est aussi nécessaire en même temps d'acquérir une dimension d'ordre stratégique, de l'ordre de la vision, de l'ordre de la transformation, compte tenu de la nécessité de bouger les lignes et de faire évoluer et d'engager une transformation de l'entreprise. Et ça, ce sont d'autres compétences, des compétences qui vont interpeller le sens du leadership, le sens du management, qui vont demander une hauteur de vue sur la dimension stratégique et également engager tous les savoir-faire relatifs à la conduite du changement, qui en soi est une science managériale assez connue et rabattue depuis des décennies, mais qu'il faut adapter à cette particularité du développement durable. Donc cet équilibre, c'est ce qui a dicté la construction de nos différentes formations que je vais présenter très très vite désormais. Antoine, si tu veux passer à la suite. Donc, on a commencé par concevoir chez Ecolearn des formations qui permettent d'appréhender la globalité des éléments de développement durable. J'y reviendrai juste après. Et depuis maintenant 2 ans, 18 mois, nous développons des formations périphériques, d'où cette présentation un peu en fleurs, qui s'adressent cette fois-ci, qui adressent des thématiques ou des métiers. Alors, vous en avez une illustration, la thématique du climat, la thématique des enjeux sociaux, ou les métiers achat, finance d'entreprise, ingénieur,
ingénieurs, marketing. Sachant que nos formations s'adressent aux dirigeants, aux managers, aux experts et peuvent être déclinées dans une format plus simplifié pour une acculturation en général dans l'entreprise. Alors, si on fait le focus sur le centre qui nous préoccupe aujourd'hui dans ce webinaire, en fait, la façon dont notre offre est structurée, c'est qu'on a conçu une formation digitale qui est un tronc commun qu'on appelle aujourd'hui les fondamentaux de l'entreprise durable, qui est le fil directeur de tous nos enseignements et qui est répercuté sur les différentes offres. Donc, ce tronc commun porte, et Pierre le présentera par la suite, toute la description des éléments à maîtriser autour du développement durable, et il ouvre la voie à des formations complémentaires qui sont soit destinés à acquérir cette dimension d'ordre de la vision, et 2 de nos formations sont particulièrement dédiées autour de ces personnes qui sont amenées à porter la vision. La formation Masterclass Direction Durable, plutôt pour les dirigeants spécifiques de la durabilité, et une formation qui s'appelle Vers un modèle d'affaires durable, qui, elle, est dédiée aux décideurs d'entreprise, aux membres de conseil d'administration et aux dirigeants membres de comité exécutif. Et nous avons également des formations d'approfondissement du volet opérationnel, et en particulier une masterclass dédiée aux consultants qui permet d'acquérir encore et de se renforcer sur la dimension méthodologique. Donc, pour résumer, sur la page suivante, Antoine, et revenir à cette organisation autour de 2 jambes, de 2 impératifs de maîtrise de compétences opérationnelles et d'ordre stratégique et de transformation. Nous avons, pour appréhender la dimension opérationnelle, ce tronc commun des fondamentaux de l'entreprise durable qui peut être renforcé, prolongé par la masterclass destinée aux futurs consultants sur ces thématiques, et qui s'adresse aux personnes qui vont rejoindre les équipes développement durable des organisations, chargés de projet, chefs de projet, managers, mais aussi les personnels externes, les consultants qui vont accompagner cette transformation de l'extérieur. Et puis, nous avons cette deuxième gamme de formation qui est complétée par ce deuxième pilier sur lequel on met beaucoup plus l'accent, représenté par les masterclass direction durable, et puis des formations spécifiquement et beaucoup plus ramassées, beaucoup plus condensées, destinées aux dirigeants d'entreprise. On peut maintenant donner un peu plus d'informations dans le détail sur ces formations, et je laisse la parole à Pierre pour vous les présenter. Merci. Donc, très rapidement, je vais vous présenter plutôt le système pédagogique des formations, puisque Arnaud a expliqué leur utilité. Donc, l'idée de DigiLearn, en fait, c'était de permettre aux professionnels d'avoir accès à une formation qui leur corresponde et qui puissent mettre en application directement dans leur entreprise. Donc, l'idée, c'est de vous permettre de transformer soit votre entreprise, soit votre carrière vers plus de durabilité. Et ça, en vous donnant les compétences nécessaires grâce à du contenu en ligne qui est à la fois varié et adaptable. Qu'est-ce qu'on entend par adaptable? C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est que le programme est très vaste et la durabilité, c'est très vaste. Et donc, on veut vous donner la possibilité de creuser des sujets qui vous intéressent, de construire votre expertise tout en passant rapidement sur les sujets qui sont pour vous de peu d'intérêt, même si évidemment on veut que les gens aient une connaissance une connaissance minimum homogène sur. C'est un contenu qu'on essaye de mettre à jour, enfin qu'on met à jour en permanence pour vous permettre en fait d'être pertinent, parce que le monde de la durabilité, c'est quelque chose qui évolue en permanence. On a mis aussi énormément d'efforts, et les gens qui sont de la communauté des Colearn dans ce webinaire pourront en témoigner, je pense, sur la partie mise en réseau et relations. Donc, on a beaucoup de webinaires avec des workshops et des échanges pour vous permettre, en fait, tout simplement d'échanger entre vous, donc soit entre professionnels d'un même secteur d'activité, d'une même entreprise, ou tout simplement des gens qui se retrouvent dans la même situation. Si ce sont des gens en freelance, par exemple, ce genre de choses, que les gens puissent échanger et s'entraider les uns les autres. Enfin, on a mis en place une pédagogie pour vous permettre aussi d'avoir des outils opérationnels que vous pouvez appliquer dans votre entreprise. C'est ce qu'on appelle les modules 5, parce qu'en fait, toutes les leçons sont organisées autour de 5 modules. Et le 5e module de chaque leçon est un outil que vous pouvez mettre en application dans votre entreprise. Donc, si vous êtes en entreprise, c'est idéal. Si vous êtes actuellement en mission RSE, vous pouvez l'appliquer. Si vous êtes consultant, vous pouvez l'appliquer chez vos clients. Et si vous êtes en recherche d'emploi, vous pouvez utiliser ces modules 5 en fait pour commencer à vous créer une première expérience, puisqu'on sait qu'en fait l'expérience en transformation durable, c'est le nerf de la guerre.
Évidemment, ce sont des formations qui sont certifiées et qui sont accessibles à tout type de financement. Et deux petites particularités des CoLearn qui sont pas des moindres et qui nous tiennent énormément à cœur sont d'abord un coaching personnalisé, c'est-à-dire que aujourd'hui, il y a 600 personnes qui ont fait les fondamentaux d'entreprise durable. Euh, on coach, enfin, on répond à vos demandes avant, pendant ou même largement après la formation quand vous l'avez. Donc, si vous avez une négociation difficile, une recherche d'emploi laborieuse, une prise de poste, une montée en compétences, ce genre de choses, bah, tout simplement, il vous suffit de prendre rendez-vous avec nous et on a, la plupart du temps, c'est moi, enfin, c'est même toujours moi pour l'instant, mais l'équipe Ecolern, en fait, est là pour répondre en fait à vos questionnements, à vos problématiques et tout, puisque, encore une fois, on a cette chance, c'est qu'on a eu beaucoup d'expérience à ce sujet. Enfin, toujours dans une optique de vous accompagner sur la durée, l'accès à la formation en ligne et l'accès à la formation en ligne est quelque chose qu'on donne pour toute la vie, parce qu'en fait, on sait bien qu'aujourd'hui, par exemple, imaginons que vous êtes, mais demain, ça se trouve, ce sera sur les parties prenantes. Et donc, en fait, la formation, vous y avez accès toute votre vie et vous pouvez revenir sur les choses qui sont intéressantes. Ensuite, pour les masterclass, la pédagogie est un petit peu différente. Tu peux? Merci. Donc, il y a toujours une approche en ligne. Donc, en fait, ça complète l'approche en ligne. Et à cette approche en ligne, en fait, on rajoute des témoins experts, professionnels de la société civile, des consultants, des académiques, des directeurs et directrices de développement durable, etc., pour en fait témoigner de la mise en application effective de ces outils dans les entreprises. Et donc, en fait, la différence principale entre les formations en distanciel et les formations en présentiel, c'est que les formations en présentiel, déjà, en termes de réseau, c'est beaucoup plus facile parce que on organise des dîners au restaurant, on organise des verres le soir, on paye le repas le midi, et les gens sont en présentiel autour de tables rondes pour pouvoir en fait communiquer et échanger avec les autres, parce qu'en fait, on sait que dans le monde de la durabilité, le réseau, c'est absolument essentiel. Et ensuite, il y a en fait des interventions d'experts et un accompagnement personnalisé qui vous permettent en fait tout simplement d'aller un niveau plus loin. C'est-à-dire qu'en fait, on utilise toute la puissance du digital pour vous donner vraiment une base fondamentale de connaissances qui ensuite on permet d'approfondir par un apprentissage par les pairs et par un apprentissage via les meilleurs experts du domaine. Antoine. Voilà. Et donc, du coup, les formations qui sont les plus clés par rapport à cette pédagogie, du coup, comme je disais, c'est les fondamentaux d'entreprise durable c'est les fondamentaux d'entreprise durable qui permettent du coup de donner qui permettent de donner du coup les fondamentaux sur le management en général, et la masterclass direction durable qui a plutôt une dynamique sur comment est-ce qu'on devient directeur ou directrice développement durable, donc soit pour les gens qui veulent devenir directeur ou directrice développement durable avec une expérience significative dans le domaine, ou pour les gens qui sont en prise de poste et qui souhaitent se former à ce sujet. On a décidé de créer aussi une masterclass conseil en transformation durable, parce qu'en fait, le métier de consultant et la temporalité de consultant est différente. C'est-à-dire que quand on veut être directeur ou directrice développement durable, c'est vraiment le temps de l'entreprise, donc c'est le temps long, c'est assez stratégique, etc. Alors que la temporalité du conseil en transformation durable, c'est une temporalité qui est beaucoup plus courte, beaucoup plus intense et beaucoup plus opérationnelle avec une expertise sur des outils précis. Et donc, on a décidé de diviser les deux avec des temporalités différentes, avec les masterclass direction entreprise durable qui durent 1 an, d'octobre à juin, pardon, et les masterclass conseil en transformation durable qui sont en fait des formations de 5 jours avec 2 jours plus 3 jours pour en fait permettre aux gens qui sont aujourd'hui en activité et aujourd'hui soit en prise de poste, soit tout simplement en activité, de suivre cette formation sans nuire trop à leur activité. Donc voilà, je vais maintenant laisser la parole à Laetitia. Évidemment, donc je réponds très rapidement à une question. Oui, tous ces programmes, sauf le présentiel, sont disponibles en anglais, puisque les programmes chez Ecolern sont d'abord développés en anglais et ensuite traduits en français. Et je vais maintenant laisser la parole à Laetitia, qui du coup est une de nos alumnies sur les masterclass direction d'entreprise durable, qui a fait ça l'année dernière. Exact, merci. Je vais peut-être partager mon écran. Allez-y, Laetitia, vous avez la main libre.
Vous me confirmez que vous voyez mon écran? Oui. Ouais, parfait. Bonjour à tous. Du coup, oui, un petit témoignage d'une ancienne élève, donc de la promo de l'an dernier, en masterclass direction durable. J'ai fait quelques slides pour raconter un petit peu l'histoire qui m'a amenée jusque-là. Donc moi, je dirige une entreprise, une PME, qui fait de la formation et de la sensibilisation en cybersécurité. Et on fait partie d'un petit groupe de 70 personnes qui s'appelle SCACI et qui fait de la cybersécurité en général. Donc, conseil, audit, prestations sur des métiers très techniques, sur des systèmes critiques. Donc, a priori, pas de lien avec la durabilité, sauf une intuition personnelle, une appétence personnelle pour ces sujets. Et voilà, une volonté d'étendre cet engagement personnel dans ma sphère professionnelle. Je ne savais pas du tout comment m'y prendre. Et j'ai commencé par me dire, il va falloir que je me forme, parce que tout ce que je fais à titre perso le week-end, c'est pas facile de transposer dans une entreprise, dans une PME et dans le secteur du numérique. Par ailleurs, j'avais un président et un associé qui est du coup très engagé sur les questions sociales, qui gère cette PME depuis sa création en 2005, disons un bon père de famille, et très sensible au discours environnemental. Pour autant, j'ai décidé de partir en formation donc, en 2020 pour acquérir d'une part des savoirs et savoir transformer ces savoirs en savoir-faire. C'est très important pour moi de trouver une formation très opérationnelle. Les savoirs, vous les avez redits, Arnaud et Pierre. Moi, ce que j'ai acquis pendant cette année de formation, c'est d'abord une compréhension de ce qu'est le développement durable pour une entreprise comme la nôtre. Ce n'est pas forcément évident. Je ne viens pas du monde de la RSE. Je sais gérer une entreprise, je sais mener à bien tout un tas de projets, mais j'ai réussi à acquérir une vision globale sur tous les aspects environnementaux, sociaux, gouvernance, de ce que pouvait être le développement durable pour nous. J'ai acquis bien sûr tous les outils techniques que vous avez rappelés. Comment on fait un bilan carbone, comment on le pilote. C'était pas évident, personne chez nous sait faire ça. Quel est l'intérêt d'une analyse de cycle de vie? Quels sont les grands jalons de la RSE? Enfin, j'ai assis une légitimité sur ces compétences techniques, pardon. Et puis, j'ai acquis aussi quelque chose qui m'a paru important, c'est la double vision impact et risque, qui n'est pas forcément développée partout et qui, pour nous, a été très utile. Je vous montrerai ensuite pourquoi. Tous ces savoirs, j'ai acquis la capacité pendant toute l'année, avec le travail en cours, le travail sur les e-learning, le travail en groupe. Il y a beaucoup d'échanges dans la formation, beaucoup de réseaux, à les transformer en savoir-faire à travers une méthode de travail et d'analyse dont je vous montrerai le résultat juste après, à travers un lien direct avec notre business et nos business models, à travers des prestataires que j'ai identifiés, des référentiels que j'ai réussi à appliquer, à transposer à notre cas, parce qu'on est une petite entreprise, on reste petit, on n'est pas soumis aux enjeux réglementaires et légaux, donc on ne peut pas partir de ces éléments-là. On n'a pas tellement d'historique et puis on a quelques freins liés à l'appréhension, à une certaine appréhension de ce qu'a été la RSE dans les années précédentes, en se disant que nous, en tant que PME, on n'a pas vraiment de temps pour ce genre d'activité. Ce que j'ai mis en place, du coup, et ce que je suis en train de mettre en place suite à cette formation, c'est ce que j'ai appelé... Alors, je passe... Ce que j'ai appelé une véritable stratégie de durabilité adaptée à une PME du numérique. Ça peut paraître assez éloigné, a priori, comme activité. J'ai travaillé sur nos enjeux de durabilité. Alors ça, c'est typiquement ce qu'on a appris à faire en formation toute l'année. Identifier nos enjeux de durabilité. Ce n'était pas si évident au début. Là, c'est un travail que j'ai fait en autonomie tout au long de la formation, puis avec le support aussi d'Arnaud et de Pierre. À travers les ODD de l'ONU, identifier nos enjeux à nous en tant que PME du numérique, dans notre activité de la cybersécurité, sur les aspects environnementaux, sociaux et économiques. Et puis les classer, les prioriser. Et grâce à ces enjeux, identifier a priori une trajectoire de durabilité que je vous ai remis à l'écran là et qui est synthétisée en gros en 3 grands piliers pour nous,
Tout d'abord, maintenir un contrat social dans un secteur en forte croissance. Il faut savoir que nous, la cybersécurité ne connaît pas la crise et on grandit très vite, surtout ces 2-3 dernières années. Donc, maintenir un contrat social qui est clé pour nous, donner du sens, continuer à donner du sens au travail qu'on fait tous ensemble, c'est la priorité. Le deuxième point, c'est un travail sur l'offre qu'on va mettre en place, c'est l'offre, la prestation, le produit, le service que l'on vend, nous, donc comment l'aligner avec des objectifs de durabilité. Et le troisième point, c'est faire un usage sobre des ressources. Donc là, c'est plus classique, mais pour autant, ça ne vient qu'un troisième point, alors qu'on aurait pu penser que ça arriverait dès le début. Donc ça, c'est un travail que j'ai fait tout au long de l'année et que je suis allée présenter, deuxième point très important, en CODIR, puisque je suis, en tant que directrice générale d'une des filiales du groupe, membre du CODIR. J'ai négocié d'avoir un créneau dans le dernier CODIR de septembre pour parler durabilité. Et là, il s'agissait de convaincre mes collègues, qui par ailleurs sont intéressés par le sujet, mais pour qui ce n'était pas forcément une priorité. Moi, je suis intimement convaincue que la durabilité doit être portée par le CODIR, que la gouvernance est clé. Ça doit partir de là, mais ensuite diffuser dans toutes les strates de l'entreprise. Or, le CODIR regarde quoi? Regarde la rentabilité à court terme, il regarde la pérennité et la stratégie à long terme. Donc, moi, mon travail a été de présenter les enjeux de durabilité, de présenter une trajectoire de durabilité alignée avec nos enjeux business et d'expliquer, de convaincre mes collègues du fait que il ne s'agissait pas de travailler sur la périphérie, sur des activités de RSE périphériques ou cosmétiques, parce que là, j'allais avoir un gros frein de leur part. Il ne s'agissait pas de faire du greenwashing en disant qu'on faisait des petites actions de touillettes à la cantine ou de diversité et inclusion de façade, mais vraiment de travailler sur notre offre, sur notre raison d'être, sur notre business et d'inclure la durabilité là-dedans. C'est un point important qui, je pense, a été compris et a été suivi et qui va donner lieu, donc, à partir de dorénavant, à une stratégie de durabilité qu'on va déployer de la façon suivante. Je vous ai mis quelques éléments à l'écran. Bien sûr, on va faire de la sensibilisation, mais on part d'un public et de collègues et de salariés qui sont relativement connaisseurs, engagés personnellement et demandeurs. Donc, c'est relativement facilité. Mais pour autant, on va travailler quelque chose qui me paraît essentiel, un groupe de travail. On va bien sûr travailler sur un outillage, et ça c'est plutôt ma partie à moi, c'est-à-dire qu'on a besoin quand même d'audits, d'éléments factuels, on va partir de bilan carbone, d'indicateurs que je vais adapter à une PME comme la nôtre. On ne peut pas partir sur des référentiels très complexes, on ne peut pas partir sur des usines à gaz, il nous faut des indicateurs assez simples. J'ai regardé notamment des indicateurs d'Impact France ou des indicateurs de modèles de perma-entreprise qui sont relativement adaptés à nos tailles. Et puis après, un peu plus tard, sur fin 2023-2024, on travaillera aussi sur une analyse de matérialité pour vraiment questionner notre offre. Ce qui est central cette année, enfin l'année qui vient, c'est le travail en un groupe de travail qui va nous permettre de réellement associer chacun des salariés qui sera volontaire sur le sujet à l'identification et l'écriture d'une raison d'être. J'ai identifié 5 ou 6 groupes de travail. Bien sûr, il y a le numérique responsable chez nous qui ressort, mais tout ce qui est décarbonation, contrat social, biodiversité. Donc vraiment, l'idée, c'est que tous les salariés qui le souhaitent puissent s'approprier la stratégie et puissent identifier les enjeux clés, à la fois de notre entreprise vers l'environnement et puis de l'environnement de la société vers notre entreprise. Voilà comment on va travailler et comment on va avancer sur l'année qui vient. Voilà, en conclusion, moi, partir en formation m'a permis en fait d'asseoir certaines compétences, d'asseoir une légitimité en interne, d'être écoutée sur ce sujet, d'acquérir une méthode de travail, comme vous l'avez vu, que j'ai déclinée en étapes, mais aussi de questionner des valeurs, de questionner des façons de faire. Et j'en suis arrivée assez rapidement à quelque chose qui me paraît crucial, c'est que l'intelligence collective est nécessaire. Je n'ai pas la science infuse, j'ai fait du travail sur le sujet, mais je crois maintenant qu'il est absolument nécessaire que ce travail soit partagé par l'ensemble des salariés et pour arriver à un résultat qui soit viable et qui dure dans le temps ensuite et qui soit vraiment transformatif pour notre entreprise.
J'en ai fini. Merci beaucoup, Laetitia. Merci beaucoup. C'est clair. Vous avez reçu quelques applaudissements dans le chat et une question vous est adressée. Nous pourrons y revenir juste après. Je propose de passer la parole à Sophie. Merci, mais merci Laetitia. Je trouve que la mise en perspective de la formation qui donne ensuite à la réalisation est vraiment inspirante. Bravo. Pour ma part, je suis conseiller en stratégie avant de faire la formation. J'ai commencé ma carrière en tant qu'avocat, puis ensuite à des postes de direction dans les cabinets d'avocats. Et là, j'ai été souvent confrontée à beaucoup de choses qui pourraient avoir trait de près ou de loin à la durabilité, mais qui ne s'appelaient pas comme ça. Mais on faisait beaucoup de philanthropie, de ce qu'on appelle donner des conseils juridiques pro bono. Il y avait beaucoup de choses autour de l'attractivité du cabinet pour les talents. On faisait comme tout le monde, un peu d'économie d'énergie, on fermait les lumières en partant, en se disant que tout ça c'était bien. Et puis beaucoup de sujets autour de la gouvernance et de la gouvernance collective et de l'écoute à la fois des collaborateurs et des clients. Tout ça a été fait de façon très opérationnelle, sans trop savoir pourquoi, mais le sujet m'intéressait. Puis quand je suis devenue consultant en stratégie, là, je me suis dit que ce n'était pas possible d'aider les gens à réfléchir à leur stratégie dans le contexte actuel sans mettre au cœur de la stratégie les problématiques de développement durable. Et je me suis confrontée au fait que je ne savais pas grand-chose sur le sujet, d'où mon intérêt pour la formation. J'avais vraiment besoin d'une compréhension à la fois globale des sujets, et c'est exactement ce que m'a donné les fondamentaux de l'entreprise durable, donc que j'ai fait en ligne, qui était, je ne sais pas si c'est encore le cas, annoncé comme quelque chose qui prend 13 heures. En ce qui me concerne, je pense que j'ai fait plus de 200 heures sur le sujet, et c'était juste, mais je me suis juste passionnée de la chose, quoi. J'y passais tous mes week-ends, parce qu'il y avait le global, il y avait aussi les mots, comme vous le dites aussi, il y avait les définitions, mais le brio qu'il faut avoir pour savoir parler du sujet, mais aussi énormément de choses techniques. Et puis moi qui travaille beaucoup avec des avocats, je ne pouvais pas trop me permettre de ne pas comprendre la réglementation derrière, ou en tout cas de savoir qu'elle existait. Et ça, les fondamentaux de l'entreprise durable donnent tout ça avec beaucoup de... très clair, et puis encore une fois, on peut le faire au niveau qu'on veut le faire. Donc, vraiment bravo là-dessus, j'ai juste adoré. Alors ensuite, en tant que conseil en stratégie, c'était bien de savoir alerter les gens sur le sujet, mais j'ai trouvé que d'abord, c'est tellement énorme qu'il faut faire attention quand on fait du conseil de savoir ce qu'on est apte à conseiller. Et du coup, le masterclass conseil en développement durable a été très riche aussi, riche d'une semaine de consultants très compétents qui sont venus très simplement partager le domaine de leur conseil. Et là, on voit que le conseil en développement durable, ce n'est pas juste quelqu'un qui comprend vaguement les grands sujets, mais ça peut aller de façon... C'est très varié. Il y a des sujets très techniques sur tous les niveaux d'audit, de communication, de technique, d'évaluation carbone, etc., de bilan carbone. Donc, là, ça, j'ai adoré pour avoir ce brio, cette compréhension générale de ce que c'était que le métier dans le fond. Donc, ma prétention dans mon activité, c'est pas d'être conseil en développement durable, mais c'est bien d'être capable d'alerter les gens et d'aller jusqu'au moment de l'acculturation, parce que quand on réfléchit à la stratégie de cabinet d'avocats, comme de n'importe quelle PME, les gens doivent être en mesure de réfléchir à ça aussi. Alors, qu'est-ce que c'est que le sujet pour un cabinet d'avocats? Le problème, c'est un peu comme dans beaucoup de PME, mais vous venez de parler de deux entreprises qui ont pris le sujet à bras-le-corps.
le sujet des avocats, c'est what's in it for me. Même, je veux bien faire des efforts, et d'ailleurs, ils font du pro bono, ils font un peu de protection, un peu d'économie d'énergie, etc. Mais ils se demandent, ils n'ont pas trop l'impression d'être concernés. Ils se disent que c'est un métier de service, qu'ils ne dépensent pas beaucoup, ils ne polluent pas énormément, et que donc ça ne va pas changer la face du monde quand bien même ils font des efforts. Donc ils font ce qui est logique de faire, mais pas beaucoup plus. Et ce qui est difficile, c'est de les motiver. Souvent, juridiquement, ils ne sont pas dans les radars des obligations de reporting, parce qu'ils sont des petites entreprises. Et puis d'ailleurs, souvent, ils ne se voient pas comme des entreprises. Alors, comment on fait pour... donc, mon rôle à moi, c'est d'essayer de les faire réfléchir au sujet dans la mesure où ils réfléchissent à leur direction de développement. Et on travaille pas mal sur le business case, sur le fait que économiser de l'énergie, ça réduit de l'argent, ça fait gagner de l'argent. On travaille énormément sur l'attractivité. En ce moment, il y a un vrai sujet. Les cabinets d'avocats n'inspirent plus comme business model et ils ont énormément de mal à recruter. Or, c'est un sujet important. Sur la fidélisation des clients, les appels d'offres qui systématiquement maintenant ont des conditions sine qua non avant de recruter le cabinet. Et ce qui était perçu avant comme étant un tick the box où on écrit pour répondre à la demande, mais ce n'est pas très grave si on ne vit pas exactement tout ce qu'on dit qu'on fait. C'est de moins en moins accepté, et ça, les cabinets le comprennent. Et puis surtout, et ça, c'est un sujet vraiment sur lequel on a pas mal travaillé à Ecolearn aussi, c'est le fait que le cabinet d'avocats est un cabinet de conseil qui peut dire le droit. Et alors, en ce moment, il y a eu, comme tu le disais, Arnaud, cette espèce de tsunami de réglementation, notamment dans les 3 dernières années, qui fait que en réglementaire, les clients sont un peu submergés, si ce n'est les avocats sont submergés. Donc, dire le droit et dire ce qu'il faut faire ou pas faire, c'est une chose. Et puis ensuite, peut-être aussi dans le conseil qu'ils donnent, essayer de comprendre le contexte, de comprendre les directions, les grandes directions de la réglementation et savoir aussi conseiller les clients sur un peu plus que le droit, mais sur le sens de la loi. Et le sens et donc aider aux transitions. Et je pense que l'impact, les cabinets d'avocats se demandent quel est mon impact, il n'est pas énorme par rapport à la grande entreprise pétrolière. Oui, mais en même temps, vous la conseillez, la grande entreprise pétrolière, et vous pouvez les aider à leur transition. Et là, leur impact est énorme. Et donc, quand on parle business case, on parle aussi du fait que derrière, et c'est un peu... mais que derrière, il y a un énorme pan du droit à exploiter de façon tout à fait honorable et éthique aussi. Mais du coup, là, ils comprennent mieux et ont envie de s'impliquer. Alors, qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce que je fais moi dans mon activité grâce à Ecolearn? Beaucoup de choses sur l'écoute des parties prenantes qu'on faisait déjà beaucoup avant, mais maintenant, c'est inscrit dans un contexte et le fait de pouvoir présenter le sujet dans un contexte. On travaille sur la raison d'être en impliquant tout le monde. Des outils très concrets, ce module 5 là, dont Pierre parlait, qui sont des outils très, très concrets. Alors, ce qui marche très bien dans mes cabinets, c'est d'utiliser le mapping de la matérialité où on regarde les sujets qui sont à la fois importants pour le cabinet et importants pour les parties prenantes. Et ça, c'est très visuel et ça parle vraiment. Bon, c'est juste un exemple. Voilà, donc on met en rapport on essaye de faire un plan avec une volonté, une ligne directrice assez générale. Et ensuite, j'ai recours aux spécialistes sur les différents sujets. Et donc, ce n'est pas moi qui vais aller faire le bilan carbone ou toutes ces choses-là. Et là, Ecolearn m'a aussi apporté 2 choses très importantes. La première, j'ai fait une étude du coup, dans mon secteur, sur les cabinets d'avocats et sur ce qui se faisait en matière de développement durable dans les cabinets d'avocats en Europe. Et les cabinets sont très, très à des étapes de maturité sur ces sujets, mais j'imagine comme les PME, de très, 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 des niveaux très différents. Certains
sont presque des multinationales et ont des rapports très, très, très complets. Et là, Ecolearn m'a appris à lire un rapport. Et ça, c'est quelque chose d'hyper concret, hyper intéressant. Donc, merci sur ça, qui permet aussi d'évaluer un peu mieux, avec un peu de recul, ce que les gens font vraiment. Et sans taxer tout de suite les choses de greenwashing non plus. Donc, c'était vraiment, ça, c'est vraiment intéressant. Et puis, une autre chose qui m'apporte beaucoup, c'est le réseau. Et avec les anciens d'Ecolearn, grâce à Pierre, on a monté un petit groupe. On n'a pas conclu d'un grand événement ou autre chose, mais un petit groupe de travail et de réflexion sur ce rôle de l'avocat et du juriste dans le développement durable, à la fois pour son entreprise, pour qu'il puisse jouer sa partition, mais aussi dans son rôle de conseil, avec l'impact qu'il peut avoir à effet multiplicateur dans la façon dont il travaille avec ses clients. Et ce petit groupe de travail et de réflexion, on s'est vu vraiment beaucoup pendant 6 mois et on continue de se parler, notamment quand on a des besoins et notamment quand j'ai besoin d'avoir recours à un spécialiste dans un des secteurs du développement durable. Je peux avoir aussi recours à ce réseau d'alumni d'Ecolearn qui commence à être vraiment très, très précieux et très précieux pour moi. Et puis une dernière chose que je voudrais dire, et ça je crois que c'est ouvert à tous ou aux alumni, je ne sais pas, mais je trouve qu'Ecolearn a aussi ce côté engageant et qui est qu'ils vivent vraiment leurs valeurs, et notamment quand vous faites une fois par mois cette mise à jour, et le fait de nous donner accès aussi éternellement, mais cette mise à jour mensuelle avec Patrick Dumière sur l'état de l'évolution de ce qui s'est passé dans le mois, c'est quelque chose que moi je ne rate absolument jamais. Si je ne peux pas venir à l'heure, en plus vous la donnez en remote, vous la circulez après, c'est 1h30 qui est hyper riche et hyper utile et qui permet de rester dans le problème des formations, c'est que souvent on est hyper positif quand on en sort, on se dit génial, etc. Et puis ensuite, on la range et on n'a plus trop le temps d'y penser et on oublie. Et ça, cette 1h30 mensuelle qui vous tient à jour, et qui est avec un vrai apport là. Merci pour ça, c'est très riche. Voilà, moi j'ai adoré cette expérience. Ça fait 1 an et demi, 2 ans maintenant que je suis Ecolearn au moins tous les mois. Et ça a été très riche et très utile comme aide pour mon activité actuelle. Merci beaucoup, Sophie. Mesdames, Messieurs, nous arrivons à la fin du temps imparti. Nous vous invitons, si vous avez d'autres questions-réponses que peut-être Arnaud et Pierre, peut-être Laetitia et Elisabeth, vous pouvez y répondre en quelques secondes. Dans ce cas, nous pouvons le faire maintenant, sinon nous reviendrons vers vous par mail. Il me semble avoir vu une question qui était dirigée à Laetitia. Peut-être que Laetitia pourra y revenir sur inscrire la raison d'être dans les statuts et devenir société à mission. Et je me permets de rebondir sur une question. Ecolearn crée et anime, ensuite en compagnie d'intervenants et d'experts, toutes les formations que nous proposons. Est-ce que quelqu'un souhaite compléter ? Alors, je vais juste compléter sur ce point. Donc, effectivement, nous créons tous les contenus digitaux en s'appuyant aussi sur des experts. On ne le fait pas seul. Et les animations sont coordonnées par moi-même, donc sur les 2 masterclass direction durable et consultants. En revanche, elles font intervenir beaucoup d'intervenants externes. Donc, dans le cas de la masterclass conseil, ce sont, comme le disait Sophie, des consultants expérimentés, chevronnés de cabinets reconnus qui présentent leur savoir-faire par thématique, par session d'une demi-journée à chaque fois. Et pour la masterclass direction durable, c'est un autre format. Ce sont des prises de parole beaucoup plus courtes, autour de 3/4 d'heure. Donc un maximum d'interventions entre 4 et 6 chaque session pour avoir un angle de vue très divers avec des représentants d'experts, scientifiques, académiques, de cabinets de conseil. Et on finit toujours la journée par le témoignage d'un ou d'une directrice développement durable d'une entreprise assez avant-gardiste dans le but d'inspirer et de susciter un débat au sein de la promotion. Merci Arnaud. Merci Arnaud. Peut-être que je peux rebondir à la question de Thomas qui est assez intéressante sur les débouchés. Si on a une seconde, donc les débouchés dépendent énormément de 2 choses. Un,
l'historique de la personne, puisqu'on fait de la formation continue, donc de l'expérience de la personne, et 2, de la formation choisie. Mais si je devais caricaturer, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, les fondamentaux d'entreprise durable, on est vraiment sur les fondamentaux. Donc, on est sur des postes à responsabilité dans la direction durable de l'entreprise, dans des toutes petites organisations, chargé de mission RSE, on est plutôt sur des postes de chargé de mission en durabilité, chargé de programme, etc. On peut aussi travailler dans l'économie sociale et solidaire. Pour la masterclass direction d'entreprise durable, c'est assez clair, on est plutôt sur les postes de direction, donc soit évidemment directeur ou directrice, soit travailler dans l'équipe d'un directeur ou d'une directrice quand l'entreprise est plus importante. Pour la masterclass conseil, évidemment, c'est tous les métiers de conseil, donc ça peut être au sein d'une agence, au sein d'un collectif de freelance ou au sein, ou tout simplement toute seule ou tout seul en freelance. On est là d'ailleurs pour vous accompagner dans votre insertion professionnelle en fait. Voilà. Et après, pour chacun des métiers, les métiers, quand on fait des formations achat durable, évidemment, c'est pour les acheteurs. Et il y en a une qui est un peu spécifique, c'est la formation décarbonation de la chaîne de valeur, qui, elle, ça s'adresse à toutes les personnes qui veulent décarboner la chaîne de valeur. Ça peut être fait soit sous forme de conseil, soit au sein d'une entreprise. Voilà. Et donc, j'espère que j'ai répondu à votre question. C'était un peu court, mais si Thomas, si ça vous intéresse, on pourrait prendre rendez-vous pour discuter de votre projet et de ce qui est le plus adapté avec votre projet personnellement. Laetitia, en une seconde, il y a une petite question qui vient de vous être adressée. Souhaitez-vous y répondre maintenant? Il y a deux questions. Il y avait aussi une question sur la Allez-y. société à mission. Alors, ma réponse est non. Pour l'instant, on travaille simplement sur notre raison d'être. La société à mission, c'est une question qu'on se posera pour 2024 plutôt. Et est-ce qu'on recrute? Pour l'instant, non. Mais tout va dépendre de notre développement. On recrute beaucoup sur nos métiers clés de cybersécurité. Mais pas pour l'instant sur la RSE. On le porte au niveau du CODIR. Voilà. Merci Laetitia. Merci à chacune, Arnaud, Pierre, Elisabeth, Laetitia et Sophie pour votre témoignage. Nous arrivons à la fin de ce webinaire, mais d'autres événements passionnants nous attendent, notamment en début d'année prochaine. Je me permets 30 secondes pour vous présenter la première journée porte ouverte que nous organisons avec EcoLearn. Nous aurons des tables rondes avec des sujets et des intervenants passionnants. Nous sommes en train de recruter un réseau de partenaires qui augmentera encore la qualité de cet événement et nous serions ravis de vous y retrouver pour en faire un événement fédérateur autour d'une communauté professionnelle grandissante sur les sujets de la durabilité. Toutes les informations sont sur notre site. Vous pourrez le suivre aussi bien en présentiel ou en ligne. Rejoignez-nous, nous y serons bien. Merci de nous avoir suivis. Voici les contacts EcoLearn si vous êtes intéressé par une formation professionnelle pour vous ou en entreprise. Cette fois, vous vous adresserez à Stéphanie. Vous recevrez bien évidemment le replay et les slides de cette présentation par mail et nous restons à votre disposition si vous avez des questions. Eh bien, merci à toutes et à tous. Merci infiniment à nos trois intervenantes dont j'apprécie particulièrement la pertinence du propos et la richesse du témoignage. Et merci à tous nos participants. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.